Le conflit au Moyen-Orient s'est étendu après le début des frappes militaires américano-israéliennes sur l'Iran. Il y a désormais le Liban qui devient un énorme foyer de tension puisque le Hezbollah est rentré en guerre contre Israël. On va tout de suite rejoindre nos envoyés spéciaux sur place, Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner, qui nous racontent ce qui se passe actuellement sur la frontière entre Israël et le Liban. La situation est toujours aussi tendue dans le secteur nord où nous nous trouvons avec Fabrice Elsner. Cette frontière entre Israël et le Liban, de nombreux checkpoints ont été mis en place, ainsi que des déplacements d'artillerie tout au long de cette frontière, et ce pour protéger les localités, les villages qui se trouvent à proximité de cette frontière, qui sont la cible de projectiles envoyés par le Hezbollah, des roquettes, des missiles ou encore des drones. L'armée israélienne poursuit sa progression, essaie de neutraliser ces rampes de lancement de projectiles, ainsi que de viser des infrastructures et des gradés du Hezbollah. Merci beaucoup Thibault Marcheteau, Fabrice Elsner. Je salue au passage le travail de toutes les équipes, CNews et Europe 1 qui sont sur le terrain et qui prennent des risques. On va juste écouter le porte-parole de l'armée israélienne, Tsahal, qui confirme la poursuite des attaques contre le Hezbollah. Et puis on évoquera le fait que le président libanais demande à Emmanuel Macron d'intervenir. D'abord, le porte-parole de Tsahal. Ce régime de terreur perd de sa force. Nous continuons à également attaquer le Hezbollah dans toute la région du Liban. Nous avons déjà attaqué plus de 320 lieux d'attaque du Hezbollah. Et nos équipes continuent jour et nuit. Nicolas Bavrez, on a une situation évidemment qui est en train de s'embraser. Emmanuel Macron pourrait intervenir auprès de Benjamin Netanyahou, comme le demande le président Aoun libanais, pour faire stopper les bombardements, ou l'armée israélienne n'a aucun intérêt à stopper cette opération? L'armée israélienne n'a clairement aucun intérêt, mais il faut voir que le début, et c'est ce qui est la situation particulière aujourd'hui au Liban, c'est que il y a aujourd'hui une population libanaise, même chez les chiites, qui se retourne contre le Hezbollah. Donc aujourd'hui, en réalité, il y a, de même qu'il y a une occasion unique d'en finir avec le régime iranien chiite, qui est quand même un régime qui a exporté la terreur à l'intérieur et à l'extérieur depuis 1979 de manière systématique. Pour les Libanais, il y a une occasion unique d'en finir avec le Hezbollah, qui a largement contribué à détruire ce pays depuis un certain nombre d'années. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que une des nouvelles importantes, c'est que justement le président du Liban, et pour la première fois, le gouvernement du Liban a pris des mesures en exigeant du Hezbollah qu'il arrête les tirs et qu'il désarme, et et que derrière, il va y avoir des mesures prises contre le Hezbollah. C'est la première fois que ça se fait. C'est la première fois, et qui peut ensuite se reconvertir en force politique. Et donc, aujourd'hui, si tous ceux qui aiment le Liban, qui aiment sa souveraineté, ont tout intérêt à soutenir à minima le désarmement du Hezbollah. Si le Hezbollah veut survivre comme force politique... Le Hezbollah ne va pas se désarmer tout seul, hein. Il va falloir quelqu'un pour le désarmer. Donc c'est pour ça que c'est l'armée israélienne qui va faire le boulot. Voilà. C'est pas forcément... Je pense que ce que j'indiquais, pour la première fois, côté libanais, on a pour la première fois des mesures qui sont prises par le gouvernement et par le président du Liban. Okay. Et si on veut être utile, ça serait plutôt d'aider cette mécanique. Oui, absolument. Éric Nolot. Non, mais la question de l'éradication du Hezbollah, c'est une question de vie ou de mort pour Israël. Donc, ils ne vont pas être enclins à le déléguer. Moi, je pense que le travail sera beaucoup mieux fait par Israël que par le Liban. Le Hezbollah est organisé comme un État dans l'État. Ils ont quand même des complicités, il y a quand même des compromissions, etc., etc. Les Israéliens ne feront pas confiance au Liban, qui n'a jamais réussi d'ailleurs. Vous me dites que ça va dans le bon sens, je veux bien l'admettre. Mais est-ce que ça va suffisamment loin? Non. C'est les Israéliens qui ont décidé qu'une fois pour toutes, il fallait en finir. Oui, mais là, je crois que, comme toujours, il faut être assez modéré, c'est-à-dire que le militaire, il contribue à permettre une issue à la crise. Mais l'issue, elle est toujours politique. Et il faut être clair, le Hezbollah tel qu'il est aujourd'hui doit être détruit et éradiqué, mais on ne va pas éradiquer la communauté chiite qui fait partie intégrante du Liban. Et celle-là, il faudra bien trouver un moyen qu'elle
s'inscrive dans la communauté libanaise, mais pas du tout comme elle l'a fait dans les dernières années. Et ce qui est important, et j'y insiste, c'est que, y compris chez les chiites, chez les clans les plus importants, les clans chiites les plus importants se sont désolidarisés du Hezbollah. C'est la première fois que ça arrive. Et donc, c'est ça qui est... donc ça n'empêche pas que Tsahal ait sûrement un rôle à jouer, mais ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe et d'essayer quand même d'avoir une issue politique derrière. Eugénie Bastier. Oui, enfin, il faut quand même s'inquiéter pour les civils qui sont dans le sud de Beyrouth et qui, effectivement, risquent de souffrir de ces frappes. Qui tentent de fuir. Qui tentent de fuir, oui, mais leurs maisons seront détruites. Et je ne suis pas sûre que le bombardement, encore une fois, par le ciel, puisse permettre véritablement d'éradiquer un mouvement armé. Je suis très dubitative. Une opération armée au sol. Et Israël fait ce qu'on appelle tondre la pelouse, c'est-à-dire qu'ils passent, effectivement, ils bombardent, ils affaiblissent, pour se gagner un peu du temps, en fait, effectivement, des mois, des années, parce qu'ils affaiblissent durablement leur ennemi, qui ensuite repoussent et après ils reviennent. Et on voit mal l'issue, effectivement. Il faudra qu'il y ait une issue politique pour donner véritablement c'est la première fois, j'insiste, c'est la première fois que chez les chiites, ça bouge pour de bon. Mais la question, est-ce que c'est possible, cette issue politique, sans d'abord une opération militaire d'envergure? De toute façon, l'opération militaire d'envergure, elle est en route et personne ne va l'arrêter. Bien sûr. Louis Dragnel. Non, mais là où je rejoins ce que disait Eugénie, c'est que l'opération militaire est un moyen, mais c'est pas du tout une solution, c'est pas une fin en soi. C'est un des moyens pour éventuellement éradiquer le Hezbollah en Iran, au Liban, pardon. Mais il faut aussi, évidemment, il y a d'autres moyens. Mais se dire juste, on va faire de certaines zones des tapis de bombes, on va faire des tapis de bombes et on va, juste frapper. C'est pas ça qui permettra de régler définitivement le problème. J'entends, mais il y a à la fois le peuple israélien et le peuple libanais qui disent peut-être on peut en finir avec la guerre aujourd'hui. Voilà. Oui. Comme les peuples, tous ces peuples-là se disent est-ce qu'on peut vivre en paix les uns avec les autres? Que sont des flots de réfugiés, des gens. Vous créez aussi une rancœur énorme et donc des gens qui peuvent nourrir des organisations terroristes ensuite. On a vu quand même dans l'histoire des guerres récentes qu'il ne suffisait pas uniquement de raser un territoire, de raser un endroit, de détruire pour obtenir la paix. On a évoqué le Liban, évoquons maintenant l'Iran qui continue son offensive aussi, avec des attaques menées à l'aide de drones, parce qu'on voit que petit à petit les stocks de munitions iraniens se rétrécissent. Michael Dos Santos nous a rejoint. Bonsoir Michael. Bonsoir. Quelles sont les dernières frappes qui ont été menées par Téhéran ? Alors vous allez le voir, hein, Laurence, peu de pays sont épargnés dans la région. Rien que ces dernières heures, 2 personnes ont été blessées lors d'une attaque en Azerbaïdjan. Alors on va pouvoir sûrement voir cette carte des engins lancés en direction d'un aéroport et d'une école. Voilà l'Azerbaïdjan qui se trouve juste ici. Téhéran dément être à l'origine de cette attaque de drone et accuse Israël d'être responsable. À l'inverse, en revanche, là, l'Iran revendique plusieurs attaques contre ses voisins. En Irak, tout d'abord, près de l'aéroport de Bagdad, mais aussi au nord du pays, contre la base américaine d'Erbil, au Koweït, également près de l'aéroport, près d'un camp militaire américain, voilà, camp militaire qui a été visé à Oudairy. Le régime des Mollahs a également ciblé d'autres voisins, parmi eux, bien sûr, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats Arabes Unis, Doha ou encore Abu Dhabi, où plusieurs débris de drones ont fait au moins 6 blessés. Michael, et parmi tous ces pays, je vous rappelle aussi qu'on est en radio et qu'on a nos auditeurs qui nous écoutent, Israël fait figure de cible prioritaire. Effectivement, ces dernières heures, l'armée iranienne a visé Tel Aviv, mais aussi le radar de Méron dans le nord du pays. Téhéran qui peut compter sur le soutien de son allié, le Hezbollah libanais. Hier, le groupe armé a reconnu plusieurs attaques contre l'État hébreu, dont une à l'aide de drones contre les industries aérospatiales au centre du pays. Au total, plus de 2000 drones ont été lancés par l'Iran depuis le début de la guerre au Proche et au Moyen-Orient. L'activité a néanmoins diminué depuis le début de la guerre, moins 73% par rapport au premier jour. C'est une information qui a été communiquée hier par le chef d'état-major américain. Reste en tout cas désormais à savoir quel est le stock de drones iraniens, s'il peut s'épuiser rapidement. Selon plusieurs sources, il serait de quelques milliers de drones, sans compter bien sûr la production en cours.
Merci beaucoup, Michael Dos Santos. Nicolas Bavrez, parlons de l'Iran. Ce régime extrêmement puissant qui tient son pays d'une main de fer. On sait que la répression a été sanglante, qui est attaqué par donc 2 des plus grandes armées au monde, Israël et les États-Unis. Est-ce que ce régime, dont on voit que la capacité de frappe se réduit petit à petit au fil des jours, on est au 6e jour d'opération, est-ce que ce régime peut tenir encore longtemps selon vous? C'est un peu lié justement à ce qu'on disait sur le nombre de frappes. Moi, je serais assez prudent. Pourquoi? Parce que maintenant qu'est-ce que jouent finalement les mollahs? Ils ont été décapités. L'infrastructure militaire est largement démantelée. Mais tout va se jouer maintenant sur guerre courte ou conflit prolongé. Donc, il est vrai que l'entrée dans le conflit a été extrêmement réussi par les États-Unis et par Israël. Mais comme Donald Trump a expliqué que la guerre pour lui c'était 4 ou 5 semaines, le camp d'en face a un seul but, c'est tenir suffisamment longtemps et essayer de créer ce qu'on voit, le maximum de dommages politiques et économiques. Donc la technique de l'embrasement dans toute la région, avec des frappes qui sont pas toujours extrêmement ciblées, mais qui arrivent quand même à passer et à saturer les défenses. Priorité, effectivement, Israël et les Émirats arabes unis parce qu'ils ont signé les accords d'Abraham. Et puis l'autre idée, c'est de faire le maximum de dégâts pour l'économie parce qu'ils ont bien compris que pour faire bouger Trump, il y a 2 choses qui marchent, les sondages et les marchés. Sur les sondages, il n'y a que 26-28% des Américains qui soutiennent cette guerre. Et sur les marchés, c'est vrai qu'une augmentation brutale du prix du pétrole a un effet immédiat sur l'inflation. Donc voilà, c'est ce qui se joue aujourd'hui. Et donc moi, je serais prudent sur les frappes parce que je pense que les Iraniens économisent. Économisent quoi? Le nombre de tirs, et notamment l'utilisation des missiles balistiques, parce que les drones, ça peut continuer à se produire. Les missiles balistiques, c'est quand même beaucoup plus coûteux, beaucoup plus complexe. Et donc, je pense qu'il y a une idée chez les mollahs d'essayer de tenir dans la durée. Donc alors que Trump, ce n'est pas du tout son intérêt que cette guerre. Alors qu'évidemment, peut-être eu tort d'ailleurs d'annoncer ce chiffre. Je pense que ce chiffre de 4 semaines parce qu'il donnait un énorme erreur de donner une communication donner un horizon de temps parce que ça permet au camp d'en face de s'ajuster. Louis Dragnel. Moi, j'avais une question à vous poser, Nicolas. Justement, vous évoquez ces 2 temporalités possibles. De quelle manière aujourd'hui les États-Unis peuvent-ils sortir de ce conflit dans un délai assez court? L'idée qu'il y a derrière aux États-Unis, c'est le scénario vénézuélien. C'est-à-dire non pas un changement de régime, mais un changement à l'intérieur du régime. Là où les choses sont compliquées, c'est que ce régime, il est extrêmement éclaté, il est divisé. Donc d'abord, il y a une première division, vraiment le clergé et la partie militaire au service de sécurité. Et au sein même du clergé, on sait qu'il y avait des gens les plus conservateurs autour de Khamenei et qui est un clan de plus en plus petit. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui avaient compris que de toute manière, ça ne pouvait. Il fallait essayer de réformer le régime. Donc, il y a un certain nombre de noms qui sont parfois donnés, dont Monsieur Largini, qui est le patron du Conseil de sécurité, qui pourrait jouer peut-être le même rôle que la vice-présidente du Venezuela, qui clairement a changé de camp. Donc voilà ce que joue Trump. Et par ailleurs, pour mettre la pression, donc il y a les bombardements, il y a les Kurdes, il y a les Baloutches, donc ils vont essayer de mettre le maximum de pression sans mettre personne au sol, en dehors sûrement de quelques unités des forces spéciales. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez fascinant dans les guerres contemporaines, c'est qu'il y a souvent une asymétrie entre les démocraties et les dictatures, parce que effectivement, les démocraties ont les meilleures armées du monde, sont plus puissantes, mais elles ont une opinion publique que n'ont pas les dictatures, qui peuvent se permettre effectivement de continuer la guerre et qui sont même galvanisées par la guerre, là où les démocraties sont effectivement en difficulté, parce que très vite, l'opinion publique n'approuve pas.
et c'est ce qui risque de se passer aux États-Unis. La grande différence, c'est Israël. Israël a une opinion publique qui soutient plutôt, est une démocratie dont l'opinion publique, parce que c'est existentiel, soutient effectivement la guerre, et c'est ce qui lui donne une grande force dans la durée, dans la capacité. On voit la résilience d'ailleurs du peuple israélien qui va dans les bunkers, qui accepte en fait cette menace permanente et qui est pas du tout qui ne se détache pas du tout du soutien à la guerre, alors qu'aux États-Unis c'est bien différent. Et puis surtout, Donald Trump n'a pas été élu quand même contre ce projet, le projet d'intervention étrangère. Donc c'est quand même c'est le contraire de ce pourquoi il a été élu. Et quand on relit J.D. Vance en 2023 qui dit sera le président de la paix, on n'aura plus jamais des guerres comme on a eu avec les précédents présidents. En fait, Donald Trump a fait plus de guerres que les deux précédents présidents jusqu'à présent. Mais s'agissant de l'après-guerre, est-ce que les Américains et les Israéliens sont sur la même ligne sur le devenir du régime iranien? Non, ça rejoint ce qu'on disait sur le Liban. Une des vraies préoccupations, c'est exactement celle-là. C'est-à-dire que quand on entend Donald Trump et son entourage, d'abord sur les motifs de cette guerre, il y a une foule de choses qui sont dites et qui sont contradictoires. Et par ailleurs, sur l'après-guerre, il y a cette espèce de scénario vénézuélien qui est en arrière-plan. Mais on sait tous qu'il y a un énorme brouillard de la guerre. Donc, comme disait Machiavel, on commence la guerre quand on veut et on la finit comme on peut. Et donc, aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, le scénario vénézuélien, on voit bien que c'est ce que projette Trump, mais il n'y a pas de signal, pour l'instant, il n'y a pas de signal que ça fonctionne. Non, mais les Israéliens, ils ne doivent pas être très preneurs d'un scénario à la vénézuélienne. Ils veulent un changement de régime. Oui, de prolonger un régime. Un changement du régime. Ils voient une opportunité historique. Ils savent que la fenêtre de tir, en réalité, en réalité, le train passe qu'une seule fois et il est maintenant. Bien sûr. C'est ça. Mais moi, il y avait une question. Et après sur la France, on voudrait qu'on parle de la France. Question. Il y a une puissance dont on parle absolument pas, c'est la Chine. Et il y a quand même un certain nombre d'experts qui vous expliquent assez clairement que l'objectif final de Donald Trump, c'est de porter atteinte à la Chine, puisque la Chine est très dépendante du pétrole, notamment qui sort du détroit d'Ormuz. Et vous savez que la Chine est un allié historique de l'Iran. Aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquez une forme de retenue, une forme de quasi-silence de la Chine, alors qu'elle est impactée et visée indirectement derrière l'Iran? Alors la Chine, d'abord, elle a aidé l'Iran sous deux formes. Militaire. Du renseignement, et puis des services, des systèmes de défense antiaérienne qui ont été démantelés par l'aviation américaine. Les Chinois sont discrets parce qu'ils savent que les Russes ne peuvent pas, et ils n'ont pas du tout envie d'intervenir directement. Sur le pétrole, ils vont se retourner vers la Russie pour s'approvisionner davantage du côté de la Russie. Et ce que joue la Chine, en fait, c'est comme toujours une stratégie de très long terme, de dire nous, dans ce monde, avec des gens qui sont imprévisibles, qui ont toujours un discours du double standard, regardez ce qu'ils disent sur la Russie et ils ne font sur Israël, c'est exactement l'inverse. Et donc, la Chine, elle joue le Sud global pour dire nous sommes la stabilité, la prévisibilité. Nous n'allons pas nous mettre à intervenir à tort ou à travers. Il y a un cas qui est très particulier, qui est Taïwan, parce que c'est chez nous, et donc ça, nous le traiterons quand nous le souhaiterons. Mais pour le reste, vous avez tout intérêt à réinventer un système multilatéral stable où on peut se développer et où on peut par ailleurs être chacun avec le régime qui nous plaît, dans un système prévisible et stable. C'est ce que joue la Chine.